Remember Jimmy McElwain on the yard used to say, you want to be making moves on the street, have no attachments, allow nothing to be in your life that you cannot walk out on in 30 seconds flat if you spot the heat around the corner. Remember that? For me, the sun rises and sets with her, man. Yeah. Yeah. Okay. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 14, épisode 8. Cette semaine, émission Manpower, professionnalisme et flux. Plongé dans les mondes de Man the Man, on en sort comment, on réfléchit, on assiège, c'est mauvais, il n'y a rien à faire, cette nuit est un enfer, on en sort comment, bien plus seul qu'avant. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, vous l'aurez compris, nous allons parler du cinéma et des cinémas de Michael Mann. À l'occasion, on va dire, on prend le prétexte de la sortie enfin de l'ouvrage de Jean-Baptiste Thorey consacré au cinéaste américain Michael Mann, Mirage du contemporain. Et donc pour parler de ce programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Eh bien, avec nous, dans le flux des autoroutes de l'information des internets, de retour dans cette émission en direct de Calax City. Donc, il y a le grand timonier Air Force One Fleuclay. Bonjour Erwan. Bonsoir Thomas. Ça va ? C'est même, ça va, c'est surtout qu'on pouvait faire une émission de radio sur Man que de cette manière-là. Oui, exactement. Ça me C'est fait cool. être à la fois à Rennes et à Calac en même temps. Exactement, mais c'est vrai qu'avec Erwan, ça fait longtemps qu'on veut faire cette émission sur Michael Mann, donc là, on a enfin le prétexte pour la faire. Et donc, à la technique de cette émission, notre spécialiste, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc voilà, c'est un dispositif, comme on dit, assez compliqué, assez technique, mais en tout cas, nous allons pouvoir, avec Erwan, grand magnien devant l'éternel, donc pouvoir parler de Michael Mann. Pas de news, pas d'agenda, on va rentrer direct dans le vif du sujet, parce que c'est quand même assez dense. Et donc, comme je le disais, notre prétexte est un peu la sortie de l'ouvrage de Jean-Baptiste Thorey, qui est annoncé depuis une quinzaine d'années. Il y a même des gens qui l'avaient précommandé sur Amazon en 2014 déjà, quand ça devait sortir chez un autre éditeur, et les mecs se sont fait bananer. Mais bon, voilà, c'est ça aussi de faire confiance à des plateformes, les enfants. Et donc, comme je disais, Jean-Baptiste Thorey, c'est quand même un des critiques de cinéma qui, en France, a beaucoup fait pour la reconnaissance de Michael Mann de manière générale, puisqu'il a beaucoup écrit sur son cinéma, notamment dans Feu, son excellente revue Panique. En 2006, on se souvient d'un excellent et gigantesque article à l'occasion de la sortie de Miami Vice. Il y avait quand même 10 pages, alors que le film venait juste de sortir, où déjà il arrivait très bien à capter les différentes problématiques, on va dire, du cinéma de Michael Mann. Et donc, ce sont aussi des choses qui retravaillent dans ce livre-là, donc dans Mirage du contemporain, puisqu'il revient sur toute la carrière de Michael Mann comme scénariste et comme metteur en scène, que ce soit pour le cinéma, mais aussi son travail à la télévision sur diverses séries. On va y revenir bien sûr ici tout à l'heure, mais donc mon cher Air Force One, on va dire, on va vous rendre les honneurs. Tu peux un peu nous parler de ton rapport, on va dire, avec le cinéma de Michael Mann, et pourquoi est-ce qu'il serait aussi important, on va dire, dans l'histoire des formes contemporaines, parce que je sais qu'ici, on est plutôt partisan du cinéma de Michael Mann, même s'il y a aussi, car nous sommes une émission de débat d'idées apaisé, il y a aussi bien évidemment des contempteurs, mais nous allons y revenir tout à l'heure. Donc Erwan. Écoute Thomas, c'est vrai que c'est un peu ce qu'a beaucoup dit Jean-Baptiste Thorey depuis que il fait la promotion du livre et depuis aussi quelques années en intervenant autour des films de Michael Mann, parfois dans les salles, des choses qui auraient pu être ensuite, on va dire, visibles sur YouTube par exemple. Et, la question, c'est que lui découvre Mann avec Hit, et donc c'est à partir de là que voilà, il pense qu'il y a un grand cinéaste et va le suivre
de film en film. Moi, mon rapport à Man, il est un peu, je dirais qu'il est lié à Jean-Baptiste Thoret à cause de la revue Panique, puisque dans le premier numéro de Panique, il y avait déjà quelque chose autour de Man et de Hit, un texte qui sera d'ailleurs traduit en anglais pour le site Senses of Cinema. Et c'est vrai que moi aussi, j'avais une passion plutôt pour Michael Mann à cause de Hit, surtout Révélation. Et donc voilà, à partir de là, j'identifie aussi Thoret comme étant l'un vraiment des défenseurs, comme aussi une partie, je pense, de l'équipe de Mad Movies de cette époque-là, hein, du début des années 2000. Et en fait, il y a quelque chose chez Mann de l'ordre, enfin, qui nous intéresse sans doute nous tous ici, c'est la question du cinéma américain, du polar, de l'action et comment on filme l'action. Et c'est vrai qu'il y a une façon chez Mann de la cartographier, de la mettre en scène. Et plus en fait les années ont passé, et après aussi cette période, hein, autour de la sortie de Miami Vice, comme tu le disais, c'est-à-dire quelques numéros plus loin, le numéro 5 de la revue Panique en 2006, qui est le dernier numéro, c'est vrai qu'à partir de là, Miami Vice reste un peu une sorte de boussole. Il y a un choc esthétique à cause de la haute définition, on en reparlera plus tard. Mais moi, vraiment, la césure que je trouve et qui reste pour moi, je dirais, un peu un rapport essentiel au cinéma de Mann, c'est la question avec Révélation qu'il pose sur vraiment, c'est quoi le devenir humain aujourd'hui, la question de l'homme, en fait, dans, je dirais, ce que Jameson a utilisé, un terme en fait, que Thoret reprend beaucoup, qui est la question du capitalisme tardif. Et c'est vrai que sur l'aliénation, sur le milieu d'une entreprise, Révélation est un film absolument extraordinaire d'un point de vue vraiment stylistique, quoi. Donc ça, c'est un peu mon rapport. Et c'est vrai que j'ai vraiment vu, à partir de Révélation et Ali, et par la suite, en fait, en passant évidemment par Miami Vice, qui est, je pense, vraiment une espèce de, moi je disais de boussole, mais aussi un espèce de sommet aussi sur ces questions-là. Et jusqu'à Hacker, je vois vraiment une logique que Thoret au fil des 5 chapitres hein, qu'il utilise, qui est plutôt une approche, on va dire, assez intéressante, c'est que c'est pas forcément une approche chronologique des films, mais plutôt chronothématique, donc qui se permet vraiment de baliser l'œuvre en travaillant à chaque fois des questions dans ces 5 chapitres, mais en faisant à chaque fois intervenir tous les films ou les films qui résonnent pour lui ensemble. Et donc, c'est vrai que, en tout cas pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même la partie après révélation de l'œuvre de Mann pour ces questions, notamment de flux, effectivement. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que je trouve vraiment passionnant, c'est on voit assez vite sur la globalisation, en fait, que il est dans Révélation, surtout, il faut toujours penser que, par exemple, j'adore ce moment où on va chercher le personnage d'Al Pacino, qui est le producteur de 60 Minutes, cherche quelqu'un, un avocat, pour faire en sorte que le lanceur d'alerte, le insider, puisse faire une déposition pour que ça puisse ensuite être public et qu'il puisse raconter des choses. Et en fait, il appelle quelqu'un et ce type-là est en fait en train de piloter un avion, un jet. Et il y a ce truc de on peut être partout et nulle part. Est-ce que Miami Vice amènera un point en fait où dans un simple raccord on peut passer vraiment de ce qui pourrait paraître idiot comme ça, mais je trouve qu'il le fait vraiment ressentir même. Voilà. Donc ça c'est un peu mon. Oui, bah c'est vrai que de toute façon, ça annonce un petit peu les choses qu'on va creuser dedans. Et c'est vrai que, comme tu le disais, de toute façon, depuis plusieurs semaines, Thoret est quand même en promo assez intensif pour son bouquin sur plein de médias. Chez Microciné, chez nos camarades du cinéma est mort, et même sur Man, dans les dernières années, il y a eu pas mal d'émissions, de podcasts. Je pense notamment à l'émission de Capture Mac qui avait fait 3h30 sur Michael Mann. Donc, on va pas forcément retraiter toutes les mêmes questions, notamment en termes biographiques, ou trucs comme ça. Mais on va essayer plus de se balader dans sa filmo, à la fois de cinéma et à la fois à la télé, pour voir un petit peu les thèmes, les éléments et les motifs qui en ressortent et qui nous paraissent intéressants, ou peut-être qui parfois montrent des limites dans le cadre du cinéma contemporain. Mais du coup, juste rappelle que Michael Mann, du coup, c'est quand même un cinéaste qui est de la même génération que ceux du Nouvel Hollywood, puisqu'il est né en 1943 à Chicago, mais lui, au moment de toutes les perturbations, on va dire, sociales de manière générale aux USA dans les années 60, lui, il n'est pas en Amérique, il fait des études en Angleterre, et pendant mai 68, il est à Londres et à Paris. Il n'est pas du tout sur le terrain, on va dire, américain de la violence, il est plutôt en Europe. C'est pour ça qu'il a, on va dire, une vision et une relation assez distante finalement avec l'histoire contemporaine de son pays,
Et pourtant, tout au fil de sa filmographie, dans les années 80, les années 90 et puis les années 2000, il va essayer de retravailler ça justement avec la distance qui est la sienne. Parce que Torres, souvent, il dit que Michael Mann, c'est un cinéaste des années 70, pas en termes formels ou en termes visuels, mais vraiment en termes thématiques et on va dire en termes des questions qui le travaillent dans le cadre du capitalisme, comme tu le disais, Erwan. Ouais, juste dire que pour vraiment un détail là-dessus, c'est vrai que c'est important en termes biographiques, c'est aussi idéologiquement aussi, c'est quelqu'un qui s'est construit avec la contre-culture de gauche américaine des années 60, la fin 60-70, et quelqu'un qui est déjà aussi le maître à penser, celui qui a formé le personnage d'Al Pacino, Lowell Bergman dans Révélation, c'est Herbert Marcuse. Et Herbert Marcuse a écrit des livres, un livre notamment important, et que Mann a lu à l'époque. Donc c'est aussi pour dire, c'est une des idées de, enfin des idées. Oui, c'est une idée de Torre. En fait, c'est que quelque part, au fond, Michael Mann est quand même un cinéaste marxiste. Souvent, c'est pas forcément les termes qu'on pourrait accoler de manière générale au cinéma américain et encore moins au cinéma d'action. Mais c'est vrai qu'il y a certains questionnements qui effectivement leur approchent clairement de la gauche radicale et ça passera pas du coup par, on va dire, par un discours qui seront énoncés par les personnages, mais vraiment sur une question de la forme, de vouloir retravailler les formes du cinéma classique, du cinéma américain et les formes de la contre-culture, quoi, pour justement essayer d'en faire un tout cohérent, mais tout en restant dans le cadre d'un spectacle populaire, notamment, on va dire, jusqu'à Collatéral. Parce qu'après, notamment dans Miami Vice, on va dire, dans ce rapport avec le cinéma populaire qui serait dominant, va totalement changer parce qu'il va essayer de rebattre les cartes, justement, et puis de retravailler tout ça. Et l'autre aspect, outre la politique, qui est important de toute façon dans l'œuvre de Michael Mann, c'est de manière générale son rapport, on va dire, à un certain roman social, et donc notamment le roman noir, parce il va beaucoup bosser avec des auteurs de polar, avec des anciens taulards, notamment Ed Bunker, l'auteur de Aucune bête aussi féroce, qui sera adapté au cinéma officieusement écrit par Michael Mann, Le Récidiviste, le film où Dustin Hoffman a une grosse moustache, comme on le voit dans La Classe américaine. Et ça, et après Bunker, il le retrouve notamment sur Heat, il sera conseillé aussi sur Le Solitaire, je crois. Mais ça peut paraître un point de détail, mais c'est un truc qui est très important aussi dans le cinéma de Michael Mann, du coup, c'est son rapport au professionnalisme. Parce que c'est quelque chose qui va toujours vouloir montrer de manière générale, que ce soit un flic, un perceur de coffre, un reporter, un producteur de télé ou bien un sportif, c'est vraiment filmer les gens au travail. Et c'est vrai que c'est une des meilleures choses à montrer au cinéma. Franchement, pourquoi est-ce que les gens s'emmerdent à faire autant l'histoire à la con? Tu filmes juste des gens en train de bosser. C'est passionnant parce que c'est de voir un artisanat au travail. Et peu importe en fait le travail, que ce soit un travail intellectuel de recherche ou alors genre un menuisier par exemple, il va filmer ça avec la même passion et puis la même intensité, on va dire. Je dirais même je dirais juste avant, Erwan, que c'est une intensité proprement documentaire dans la façon je dirais, d'appréhender un film. C'est vraiment comme si on faisait un documentaire sur un milieu. Ouais, alors effectivement, moi je trouve que c'est un des aspects les plus intéressants de son travail, c'est cette espèce de. Mais c'est quelque chose moi, que je retrouve, alors j'imagine que ça a déjà beaucoup été dit, hein, mais c'est quelque chose qui pour moi fait que c'est un cinéaste qui est assez melvillien finalement, quelque part, dans son approche justement du professionnalisme, avec cette espèce d'attention où on prend du temps pour montrer les gestes, pour montrer les processus mentaux aussi qui permettent d'accomplir le travail. Que ce soit un travail légal, illégal, intellectuel, manuel. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que finalement, c'est peut-être un cinéaste marxiste, mais c'est pas un cinéaste c'est pas quelqu'un qui a beaucoup filmé le prolétariat, par exemple. C'est pas du tout un cinéaste du prolétariat, Michael Mann. Au contraire. Ou des prolétaires du crime. Ouais, mais même les prolétaires du crime, il y a quand même ce truc qu'il y a chez Melville aussi, c'est-à-dire cette idée que même chez les criminels, il y a une espèce de forme d'aristocratie. Et que les professionnels sont des darons parce que justement ils sont des professionnels et que c'est pas des petits voyous, c'est pas le petit voyou de base, quoi. Et dans Heat, le personnage de le Heat, pour moi c'est vraiment ça, c'est la rencontre de deux mecs qui sont super bons dans leur boulot. Simplement il se trouve que être super bon dans leur boulot, ça veut dire qu'il n'y a pas de la place pour deux à l'intérieur du film. Et en fait tout le film est tendu vers ça, ce qui fait que moi par exemple sur Heat, qui est un film que
qui m'a moins marqué finalement. Moi, c'est beaucoup plus Révélation qui pour moi est le meilleur le meilleur Man, celui que je préfère en tout cas. Et dans Hit, moi, je trouvais que justement autant la relation entre Pacino et De Niro est vraiment super intéressante. Et je trouvais que c'était plus. Enfin, moi, en tout cas, j'avais toujours ressenti ça plus faible chez les personnages secondaires. Et notamment les histoires avec les compagnes et tout ça. Moi, je sais que voilà, je me souviens qu'à chaque fois que je vois le film, je dis toujours bon, allez. Oui, ok. Mais quand est-ce qu'on revient à nos professionnels de la profession et voilà, comment est-ce qu'ils vont déplacer leurs pions pour essayer de se mettre en échec l'un l'autre. Voilà. Et c'est ce côté. Ce côté stratégique en fait finalement quoi, qui moi je trouve est la meilleure partie de Hit justement, alors que l'aspect on va dire plus sentimental, moi j'ai toujours senti Michael Mann un peu mal à l'aise avec ça. Vous voyez, avec cette espèce avec la partie sentimentale, mais même dans Révélation par exemple, je trouve que toute la partie avec la femme, c'est pas forcément ce que moi je trouve de plus réussi à l'intérieur du film. Et j'ai vraiment l'impression, et là pour moi vraiment, il y a vraiment encore une fois, je ramène ça à Melville, quoi. C'est-à-dire que Michael Mann, c'est aussi quand même beaucoup un cinéma d'hommes. Enfin, moi, j'ai toujours eu ce sentiment-là, quoi. C'est-à-dire, c'est des hommes qui se confrontent à d'autres hommes, quoi. Voilà. Et il y a des histoires d'amour, parce qu'il faut qu'il y ait des histoires d'amour, mais les histoires d'amour, enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a des contre-exemples, hein, mais oui, même dans le dernier des Mohicans, quelque part, l'histoire, qui est pourtant centrée sur l'histoire d'amour entre les deux personnages principaux, bah, je trouve que l'histoire d'amour est pas si. Il y a une espèce de distance, en fait, qui fait comme si. Une froideur. Peut-être de la pudeur, tout simplement, hein, mais qui fait que je trouve que c'est moins. Il est plus franc du collier, et puis il est plus investi, je trouve. En tout cas, moi, je l'ai toujours senti plus investi quand il y a deux gars qui sont en train de faire des trucs. Voilà. Alors, pour rebondir sur la question de l'histoire d'amour, il me semble que moi, j'ai toujours trouvé Michael Mann comme un cinéaste qui n'était pas du tout didactique. Du coup, c'est pour ça que le rapport au marxisme, ce rapport à la gauche, en fait, il apparaît de manière succincte au travers de détails, au travers de certaines écritures de second rôle. Mais du coup, il ne va pas faire de film dossier comme le disait Thomas, mis à part peut-être Révélation. Mais du coup, je trouve que pas ce manque de didactisme, mais ce refus du didactisme, ça se retrouve également dans les histoires d'amour. Par exemple, si on prend la scène des premiers baisers dans Les Derniers deux Mohicans, dans Miami Vice, ou des premiers baisers ou des premiers émois, on va dire, que ce soit dans donc Le Dernier Mohican, Miami Vice, ou dans Hacker, il y a une espèce d'ellipse qui se fait comme si la rencontre entre l'homme, le personnage masculin et le personnage féminin se faisait de manière quasi naturelle, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un cheminement amoureux progressif. Non, ici, on est sur un raccord, bim, on s'embrasse. Et il me semble que c'est le plus intéressant. C'est une partie formelle très intéressante chez Michael Mann. Et c'est pour ça, je pense, qu'il y a eu très peu d'écrits au début de sa carrière et que finalement, en France, bon, là, on y revient de plus en plus, mais Jean-Baptiste Toré a énormément défriché le terrain autour de Michael Mann. Parce qu'en fait, Mann est plus un cinéaste expérimental qu'un cinéaste didactique. Et du coup, on ne sait pas trop comment se placer devant un film de Mann. Et il me semble que le parangon de ce film-là, de cette approche, ça reste Miami Vice, où en fait, Miami Vice est très dur à réfléchir, mais par contre, en termes d'émotion et en termes de fascination, je pense qu'on est au top niveau. Moi, en ce qui me concerne, on est sur... le film me fascine absolument. J'ai énormément de mal à parler de Miami Vice, tellement tellement il parle beaucoup plus à l'intérieur de moi qu'à mon intellect. Et ça, je place ce film comme par exemple The Blade de Tuark ou le Dracula de Coppola, où voilà, j'ai énormément de mal à parler de ces films-là parce que finalement, je ne sais pas trop ce qu'il me raconte et en même temps, je sais exactement ce qu'il va me raconter. Et du coup, je trouve que l'exercice, ce grand écart-là, cette manière d'englober la chose fait que son cinéma, il me semble, est peut-être l'un des plus intéressants, si ce n'est le plus intéressant du cinéma américain contemporain. Ouais, juste avant Erwan, là, je suis assez d'accord avec Thibaut, notamment je trouve sur la question des persos féminins chez Mann. Tu peux penser qu'ils sont accessoires, alors qu'en fait ils sont souvent le moteur de l'action ou le moteur de la motivation des persos principaux. Et si chez Mann il y a une certaine forme de pudeur, on va dire, avec le sentiment amoureux, je trouve qu'il y a chez lui une sensualité en fait qui est assez incroyable dans la manière dont il va aller filmer l'acte amoureux ou bien la rencontre. Il y a vraiment un truc extrêmement sensuel, mais qui
qui passe peut-être par une certaine pudeur, un côté parfois un peu justement un peu diffus, comme si l'amour des personnages finalement était perdu justement dans le flux de l'image monde en fait et du chaos dans lequel les personnages des films de Mann sont menés de manière générale. D'où l'importance du regard. Ouais. En fait, ça se fait énormément par un regard, ça se fait très peu par la parole. Et la puissance du regard chez Mann, que ce soit chez Colin Farrell, alors qu'on sait que lors du tournage de Miami Vice, Colin Farrell était son nez, c'était les neiges du Kilimandjaro. Bon, il n'y a plus trop de neige au Kilimandjaro, mais c'était l'Everest. Ou que ce soit cette grosse bataille de Chris Hemsworth dans Hacker, on sent en fait par la puissance du regard de ces acteurs-là, qui sont certes des bons acteurs, mais on sent en fait que Mann est un excellent directeur d'acteurs. Et ça, on le mentionne très très peu, parce que juste avec ce regard-là, comment il dit à ses acteurs de regarder tel autre acteur ou telle autre actrice, en fait, fait que tout le sentiment amoureux va passer par ici. Et ça, on le remarque très très peu, mais il faut dire aussi que Mann s'est entouré à chaque fois d'un excellent casting. Et que voilà quoi. Après, pour revenir sur un peu la question du politique, et je disais sur la force des détails ou des personnages secondaires, si on prend un film par exemple comme Hit, il me semble que tout ce qui fait le discours sur... Alors Hit, c'est un immense film mythologique, à la fois parce que c'est la rencontre entre deux acteurs mythologiques du cinéma américain, Pacino et De Niro, mais en fait tout le discours mythologique sur les États-Unis, au-delà du professionnalisme et du capitalisme, va passer par le personnage féminin, que ce soit la femme d'Al Pacino, que ce soit le personnage joué par Charlize Theron, dont j'ai oublié le nom, ou que ce soit Edie, joué par Amy Brennan. Ashley Judd, c'est pas... Ashley Judd, pardon, oui, Ashley Judd. Ou que ce soit le personnage de Edie, joué par Amy Brennan. Il y a beaucoup d'éléments mythologiques sur une crise de civilisation américaine qui va passer par là. Et en cela, il se rapproche bien entendu du nouvel Hollywood. Mais c'est la crise de la famille, notamment pour le personnage de Al Pacino et le personnage de Val Kilmer. Et c'est également la crise de l'entrepreneuriat américain via le personnage de Edie. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'est cette femme en fait, en gros, c'est une auto-entrepreneuse qui galère. Tout simplement. En gros, c'est le rêve américain de la self-made woman qui n'arrive pas à atteindre son but du rêve américain. Et en fait, tout passe par là, au détour de, franchement, il doit y avoir peut-être 5 lignes de dialogue. Et pourtant, la puissance de ce personnage-là est à mettre en évidence, au-delà de l'aspect formel, au-delà de l'aspect dernier polar classique, au-delà de l'aspect de la rencontre De Niro, Pacino, et pourquoi ils ne sont pas dans le même plan et pourquoi ils sont filmés en champ contre champ. Non, Edie est un personnage absolument central dans son hit. Erwan. Oui, en fait, c'est exactement un peu ce que j'allais aussi développer, dire par rapport à ce que Thibaut vient de dire, et puis même aussi à Thomas et à Erwan autour de cette question des personnages féminins. C'est que j'y vois aussi comme Thibaut quelque chose, voilà, à la fois le moteur, notamment dans Hit, hein, c'est clair, mais moteur aussi au sens où ce qui intéresse Mann, bon, il y a effectivement la partie un peu civilisationnelle, ça se rapporte beaucoup quand même, on l'a peut-être pas encore dit assez, mais ce que Mann, en ça aussi est marxiste, c'est qu'il pense l'histoire et la lutte des classes, et que tous ces éléments-là, on les trouve très tôt chez lui, notamment dès Le Solitaire. La question du rapport entre le personnage principal et sa compagne, mais c'est que finalement, ce qui intéresse Mann, est presque aussi un motif très antonionien, c'est que la question du couple, et de la possibilité d'être un couple quand on manque de temps, quand on manque, voilà, on a souvent des personnages masculins qui de toute façon ont un problème avec ça et qui doivent, on se le rappelle dans Hit et tout ça, ou même le personnage de Jamie Foxx dans Collatéral, c'est à la fois cette image mentale, que ce soit une carte postale, que ce soit ça, enfin, une espèce d'ailleurs, à la fois impossible, mais qui pourrait, et qui ne se fera finalement pas dans la plupart des cas, en tout cas dans la plupart des films de Mann. Ce qui fait qu'aussi en apparence, les personnages féminins paraissent un peu secondaires et pourraient faire croire que le cinéma de Mann est viriliste, alors qu'il ne l'est pas à mon sens, mais ou en tout cas que ce sont toujours un peu le cœur secret des films, c'est plutôt finalement la relation, je dirais, entre un homme et une femme. Et là aussi où ça m'intéresse, c'est ce que disait Thomas, et je sais que ils en ont parlé avec Toré dans Le cinéma est mort, mais c'est vrai que la sensualité chez Mann, ça a été quelque chose d'assez relevé, notamment par des cinéastes français comme Pascal Ferrand, au moment de Lady Chatterley, qui disait que justement, c'était une grosse influence pour elle, cette question de filmer le corps. Et moi, je trouve qu'il y a une scène qui est géniale, justement, sur comment fonctionne Miami Vice, sur
il l'avait dit à l'époque un peu toré de la sortie du film, mais c'est un film donc, où il manque toujours de temps, et c'est presque comme un film en perpétuelle éjaculation précoce. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a une scène d'éjaculation précoce simulée dans Miami Vice entre le personnage de Jamie Foxx et sa compagne. Donc il a très conscience, je trouve, de ces questions, quoi. C'est pour ça que c'est plutôt le couple, à mon sens, qui est toujours problématique, en fait, que ce soit... Le seul cas, peut-être, c'est finalement et peut-être un alter ego aussi un peu de Michael Mann, c'est le personnage de Lowell Bergman par Al Pacino dans Révélation, quoi. Qui là, pour le coup, a une famille, je dirais, les deux enfants sont étudiants, vont partir et il vit avec sa femme, quoi. Docteur. Oui, alors moi, c'est pas le. Pour moi, il n'y a pas de virilisme particulièrement chez Michael Mann. Par contre, je maintiens qu'il y a quand même il y a un déséquilibre conscient, mais qui est là, qui est plus en termes de représentation, qui est une suriconisation des personnages masculins et une sous-iconisation des personnages féminins. Parce que je pense que voilà, ceux qui sont très fans de tel ou tel film pourront dire qui joue l'épouse de machin ou de truc-muche, mais demandez au grand public de vous citer des actrices qui ont joué chez Michael Mann par rapport aux acteurs. Par rapport aux acteurs, il n'y a pas du tout ce processus d'iconisation. Et en cela, par contre, il est complètement anti-hollywoodien. C'est-à-dire qu'il est hyper hollywoodien avec les garçons, il est totalement anti-hollywoodien avec les femmes, je trouve, à l'intérieur d'un seul film. Pour moi, c'est vraiment une histoire de représentation. C'est-à-dire que c'est pas une histoire, je pense pas ça porte un discours, tu vois, sur la masculinité. Enfin, quelque part, si, ça porte un discours sur la masculinité, mais je pense pas que ce soit un jugement ou un mépris des personnages féminins. Je pense par contre qu'il y a pour moi moi j'ai toujours senti cette espèce de déséquilibre chez lui entre ces personnages masculins qui sont en plus interprétés souvent par des acteurs qui rajoutent de l'iconisation à l'iconisation, et des personnages féminins qui sont généralement interprétés par des actrices qui sont beaucoup plus sobres en termes de persona, en fait. Même en termes de jeu. Même Madeleine Stowe, tu vois, Madeleine Stowe, c'est jamais quelqu'un qui a été dans des rôles où elle a été utilisée pour surjouer la féminité. Ça a toujours été une espèce de féminité, on va dire, je dirais presque banale, mais c'est pas dans le sens négatif du terme, quoi. Ça dépend, parce qu'un peu avant, elle fait Revanche de Tony Scott, où là, pour le coup, le côté féminin est justement surmis en avant. Mais pareil, quand tu parles de Charlize Theron, même quand il y a des actrices où il pourrait le faire, genre Charlize Theron par exemple, Ashley Judd par exemple, mais surtout Gong Li. Parce que moi je me souviens d'avoir été étonné quand j'avais vu Miami Vice, je me disais mais comment ça se fait, quoi. Je veux dire, t'as Gong Li, t'as juste besoin de bien l'éclairer, c'est The Woman, quoi. Je veux dire, et je trouve qu'elle est justement presque banale, en fait, Gong Li, mais c'est peut-être à l'image aussi des relations finalement que les personnages ont à l'intérieur du film. Moi Miami Vice, c'est un film, je suis resté un peu sur le pas de la porte. Je suis toujours resté un peu sur le pas de la porte de ce film-là. Je vois bien ce qu'il essaye de faire. J'ai lu les interviews de Torre, j'ai lu les articles de Torre. Je vois bien, effectivement, je suis assez d'accord avec ce qu'il essaye de faire. Mais quelque part, pour moi, il y a, même si les films se ressemblent pas du tout, hein, mais il y a quelque chose qui a à voir pour moi avec Scarface de De Palma. C'est-à-dire que pour moi, Miami Vice, c'est un film aussi sur la vulgarité contemporaine. Oui. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est ça qui m'a un peu empêché de rentrer dans le film, c'est qu'à la fois il y a un côté, la HD, tout ça, il y a une espèce de côté très séduisant. Et en même temps, cette séduction, elle nous amène qu'à de la vulgarité. Pour moi, là, il y a deux moments de vulgarité ultimes dans ce film-là, et je pense qu'évidemment, je pense pas une seconde que ce soit un hasard, hein, mais il y a la scène d'ouverture où ils font l'erreur, enfin pas l'erreur, mais ils font le choix musical de mettre un remix de Cinnamon par Félix Daouskat, qui est quand on aime la chanson originale de Nina Simone, c'est une trahison mortelle, quoi. Alors qu'il aurait pu commencer par Cinnamon, ce qui aurait, moi je trouve, changé complètement la scène d'ouverture du film. Et puis sinon, il y a une deuxième scène où là, franchement, je me suis vraiment posé des questions. C'est-à-dire, c'est la scène de baiser dans la voiture entre Gong Li et Colin Farrell. Et je me souviens du regard de veau de Colin Farrell dans ce plan-là et de m'être dit, mais Michael Mann, soit t'es un génie, soit t'étais en train de regarder ailleurs quand t'as dirigé ce plan-là, quoi. Tu l'as tourné trop vite parce qu'il a vraiment un regard de veau. Mais je comprends bien que ça a à voir justement avec la vulgarité quelque part de ce personnage de Colin Farrell et de cette espèce de monde qui est brillant et qui, à force d'être brillant, finit par laisser transparaître justement toute la vulgarité et la tristesse. Voilà, et la tristesse qu'il y a derrière. Donc c'est vrai que voilà, Miami Vice, moi je suis un peu plus nuancé sur Miami Vice, parce que mais peut-être parce que le film me prend pas comme je veux, en fait. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Révélation, ou Ali, c'est typiquement ce que j'aime bien, quoi. Voilà, dans Ali, ça commence avec Sam Cooke. Voilà, dans Révélation, il y a des histoires des trucs qui dénoncent. Voilà. Et donc là, je pense qu'en fait, il y a aussi ça. Je pense que là, mon rapport au spectateur, il est très bête et méchant là-dessus, hein. C'est-à-dire que je suis
je pense, moi, j'étais moins intéressé en fait, je pense parce que ce que me racontait tout simplement Miami Vice. Et j'étais très perturbé par le fait que je trouvais que la forme était absolument brillante, mais je trouvais qu'au niveau scénaristique et tout ça, je me disais, oh, mais c'est pas aussi brillant. Là encore une fois, il y avait un déséquilibre en fait. Voilà, il y avait un sentiment de déséquilibre. Erwan. Oui, non, juste, je pense à cette ouverture de Miami Vice. Donc, c'est vraiment une scène dans le sein de l'ouverture. Donc, Le montage il y a le cinéma, capitaine Blanc qui je débarque. précise, En fait, le montage cinéma, parce que Michael Mann, sur tous ses films, il a refait des montages, y compris dans Hit, il a fait quelques variations au moment oui, bien sûr. de la sortie en Blu-ray, mais sur tous ses films, il y a eu ça. Et notamment sur Miami Vice, quand le film est sorti en DVD et en Blu-ray au début 2007, il a fait une version longue du film où l'ouverture n'est plus tout la même, mais on va dire plus raccord avec l'esprit de la série. C'est une course de hors-board qui est magnifique et tout. Alors que dans le montage cinéma, on n'avait pas de générique, ça démarrait direct dans la boîte de nuit, au cœur de l'action. Ce qui était aussi un truc très perturbant parce que tu avais l'impression de prendre le film en cours de route. Donc c'est quand même des choses de montage qui sont assez intéressantes et moi je préfère toujours de beaucoup la version cinéma à la version longue. Toré a aussi une idée intéressante sur cette ouverture alternative au sens où la caméra en fait est sous l'eau et passe au-dessus de l'eau. Et ça aussi sur quelque chose de visqueux, sur l'incertitude, l'instabilité, c'est aussi assez intéressant de commencer de cette façon-là. Bon, après, je suis un peu d'accord avec toi, Thomas. Je crois que Thibaut aussi, c'est qu'on adore l'ouverture qu'on a pu découvrir en salle à l'époque. Mais non, c'est sur vraiment encore la question des femmes, en fait, c'est que dès le début, il y a ce personnage d'Isaac de Bancolé, il sort de la limousine blanche avec des femmes et tout ça. Elles sont numérotées, ces femmes, en fait. Et c'est la numéro 3 qui est malade. Enfin, il y a vraiment un truc de la prostitution, pour dire à ce que tu disais, Erwan, aussi, sur vraiment cette vulgarité. Mais je crois aussi qu'il faut aussi penser Miami Vice aussi comme un film de guerre d'aujourd'hui. C'est-à-dire aussi où je dirais les armes ne sont plus les mêmes, qu'il y a la question de l'image, il y a la question de la circulation, la marchandise, le flux d'informations et tout ça. Les flux financiers, en fait, sont devenus autre chose. C'est pour ça que le film aussi se passe à un moment donné, cette scène absolument extraordinaire à la Ciudad del Este. C'est comment on va dire, ce fameux capitalisme tardif, on est arrivé à un point où, que ce soit toutes les trajectoires et les circulations autour de la drogue et voilà, vraiment la circulation de la marchandise, quelle soit la drogue en fait ou autre chose. Dans ce cas précis, c'est la drogue, mais ça peut être aussi les femmes, comme on l'imagine un peu au début, quoi. Et il fallait trouver une forme pour ça. Et c'est vrai que la haute définition permettait aussi de faire cette synthèse entre ce que tu aurais appelé à l'époque un peu synthèse entre l'hyperréalisme et l'impressionnisme en peinture. Après, pour revenir 2-3 éléments encore sur Miami Vice, c'est vrai que le montage cinéma, comme le disait Thomas, tu as l'impression, avec cette introduction directement dans la boîte de nuit et puis le duo Jay-Z Linkin Park, en fait, tu dis OK. Mais bon, ne pas oublier non plus que Michael Mann a utilisé du Phil Collins dans. Oui, musicalement, c'est parfois un peu contestable. Dans Miami Vice, la série, dans une très belle scène. Mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. Et moi, il me semble que ce montage cinéma, moi, il me semble plus pertinent dans le sens où on prend le film en cours de route, on a l'impression de prendre le film en cours de route, et du coup que ça participe à cette notion, à tous les flux qui vont graviter, qui vont innerver le film. Mais pour revenir sur ce que disait Erwan sur l'érotisation des personnages et masculins et féminins, moi, il me semble qu'il y a une scène qui est absolument capitale et décisive dans Miami Vice. C'est quand ils partent, Gong Li et Colin Farrell partent à La Havane en hors-bord. 12 minutes sur du Moby. Voilà, moi je me la repasse peut-être une fois par mois cette séquence. Et il faut voir le langage corporel de Gong Li quand Colin Farrell attache le harnais de sécurité. L'érotisation là est poussée. Ah ouais, non, mais là c'est du fétichisme à ce niveau-là. Mais alors, ici, son langage corporel, la façon dont ses cheveux caressent son visage, dont elle met les bras derrière la tête, dont la façon dont Colin Farrell enlève sa veste, c'est absolument immémorable. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on sent très bien qu'il y a quelque chose qui va se passer là, du coup, qui va se passer entre ces deux personnages. Et c'est d'autant plus intéressant que cette érotisation des personnages rentre dans la logique où les 10 personnages vont éclater ce que le personnage manien fait généralement, c'est-à-dire qu'il regarde au loin, généralement la mer,
ou le tarmac dans Hacker notamment. Il regarde au loin et il semble un petit peu perdu. De Niro, avec sa villa sur les hauteurs de Los Angeles, fait la même chose. Et en fait, il regarde ça, ce sentiment d'ailleurs, parce que le héros manien, de toute façon, n'est jamais à sa place. Et que ce soit dans Manhunter, que ce soit dans La Forteresse Noire, on est toujours dans la même logique, même si les films sont très différents, mais on est toujours dans la même logique. Et ici, il y a la possibilité, justement, d'aller vers cet ailleurs, physiquement. Je veux dire, les personnages peuvent aller à la Havane, danser, boire un petit mojito et plus s'y affinité. Et du coup, cette érotisation est d'autant plus intéressante qu'enfin, il casse la vitre. Que la vitre est également un motif très intéressant chez Michael Mann, mais enfin, il brise la vitre pour aller vers cet ailleurs et pour consommer cet ailleurs. Bien entendu, le film, la suite de la séquence va nous dire que cet ailleurs finalement n'existe pas parce que cet ailleurs est encore contaminé par le capitalisme et que finalement, même si on consomme physiquement cet ailleurs, finalement, on va devoir retourner à la case départ parce qu'en fait, il y a une impossibilité d'être dans ce monde contemporain qui est absolument bouleversante. Je voulais faire une insiste, Thomas, c'est que par rapport à ce que vient de dire Thibaut, il faut bien dire aux auditeurs, c'est que c'est un dispositif particulier là, dans lequel on est, puisque je vous vois, je suis sur Zoom, et que vous nous entendez, mais j'ai bien observé la scène qui vient de se produire, et pour faire mon Michael Mann, en fait, le docteur Erwan avait un regard assez bovin et consterné en écoutant Thibaut et sur cette érotisation. Pas du tout. J'écoute attentivement. J'écoute attentivement. Vraiment, on aurait pu faire une coulée de chauffe. Non. Il écoute, il prend des notes. Non, j'écoute attentivement. On va faire une petite pause en écoutant un extrait de Révélation, justement. Vous avez entendu M. Sandefer dire devant le Congrès qu'il ne pense pas que la nicotine rende dépendant. Je pense que M. Sandefer a commis un parjure. Parce que j'ai étudié sa déposition de très près. Bien sûr, comme nous tous. Il y avait là toute une assemblée, tout un groupe de PDG qui prêtaient serment. Mais je suis ici en partie parce que je pense qu'ils ont vraiment essayé de dissimuler, en tout cas que Brown et Williamson a vraiment essayé de dissimuler les faits communément admis dans l'entreprise. Nous vendons de la nicotine, c'est notre métier. C'est là qu'intervient la cigarette. L'instrument qui fournit la nicotine. L'instrument qui fournit la nicotine. Mettez-la en bouche, allumez-la et vous aurez votre dose. Vous aurez votre dose. Vous dites que Brown et Williamson manipulent et ajustent le taux de nicotine sans pour autant ajouter de la nicotine, mais par un accroissement calculé de son effet à travers l'usage d'adjuvants chimiques, tels que l'ammoniac. Un procédé courant, l'impact prolongé. Sans vraiment renforcer la nicotine, il est clair qu'ils la manipulent. Une méthode dont ils font un usage intensif, la chimie de l'ammoniac. Cette technique permet à la nicotine d'être plus rapidement absorbée et d'atteindre plus vite le cerveau et tout votre système nerveux. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase et occasionné mes problèmes avec Sandefer est un autre produit, le coumarine. Parce qu'à mes débuts chez Brown et Williamson, ils essayaient de remplacer le coumarine par un autre parfum, avec un goût similaire. Ça ne marchait pas très bien. J'ai aussitôt demandé sa suppression. On m'a répondu que ça affecterait les ventes et que je n'avais pas à m'en mêler. J'ai préparé un mémo pour M. Sandefer. J'ai dit que ma conscience m'interdisait d'approuver la coumarine, un produit que nous savions, par notre documentation, être l'équivalent du coumadine, un cancérogène du poumon. Vous avez adressé ce document à Sandefer ? J'ai adressé ce document à Sandefer. On m'a répondu qu'on s'efforcerait de trouver un substitut, mais que sa suppression risquait d'affecter les ventes et qu'il en avait pris la décision. En d'autres termes, vous accusiez Sandefer et Brown et Williamson d'avoir sciemment négligé des impératifs de santé. Je peux en témoigner. Et le 24 mars, Thomas Sandefer, le président de Brown et Williamson, vous a renvoyé. Pour quelle raison officiellement ? Problème relationnel. Est-ce que vous regrettez d'avoir protesté ? D'avoir tiré la sonnette d'alarme ? Je reconnais qu'il m'arrive de le regretter. Mais j'étais en même temps obligé de le faire. Si on me demande si je le referais, si ça en valait la peine, oui, je le referai.
Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était un extrait dans sa glorieuse VF de Révélation, le film de Michael Mann de 1997, et on a pas mal parlé avec Erwan en préparant l'émission, qui est vraiment le... 99. 99. Oui, de ouais. 99, pardon. C'est vraiment le film de la bascule en termes formels dans le cinéma de Michael Mann. Parce que justement, avec Hit, ça a déjà été dit plusieurs fois, mais il voulait faire un peu, c'est son dernier grand film classique américain en termes formels, et qui était aussi pour Michael Mann l'aboutissement de 15 ans d'expérimentation et de filmage, à la fois dans son travail à la télévision, sur les différentes séries qu'il a co-créées ou sur lesquelles il avait travaillé, ou différents téléfilms, notamment The Camarena Story, Drug Wars, où déjà il expérimentait et avait des pistes narratives qui allaient se retrouver après dans le film Miami Vice ou dans Collateral, même si c'est un film qu'il n'a pas écrit, en l'occurrence Collateral, mais il y a quand même des choses qui se rejoignent. Et donc avec Hit, c'est vraiment, en termes formels, c'est un des derniers grands films, un des grands polars classiques, on va dire, et avec Révélation, il part totalement dans une autre direction. Parce que Michael Mann, donc c'est un cinéaste qui a fait ses études en Angleterre, et il était plus ou moins affilié, on va dire, avec la nouvelle vague de cinéastes anglais de la fin des années 70, Adrian Lyne, avec les frères Scott, Alan Parker. Alan Parker, voilà, c'est ça. D'où ce côté qu'on a dit un peu clipesque, un peu pubard, parce que c'est des mecs qui naissent de la pub, un truc très Un peu léger, vulgaire. un peu vulgaire, hyper travaillé, avec les néons, la pluie, tout ça. Super. Et que Mann va retravailler dans toute sa filmo des années 80, que ce soit dans le solitaire, que ce soit dans le sixième sens ou dans la série Miami Vice. Et avec Révélation, justement, en faisant un genre de film dossier qui serait terminal, il va passer totalement à autre chose en termes formels. Et c'est un film qui aura une influence formelle sur tous les films dossiers et sur les séries dossiers, on va dire, de manière générale, absolument dramatique dans la question du filmage des corps et surtout on va dire, de la recherche documentaire des personnages. Erwan. En fait, c'est assez simple, puisqu'on peut faire, étonnamment, on peut faire une JB, ça faisait longtemps. C'est moi qui fais une, donc sur l'ouverture de Révélation. C'est une ouverture qui est révélatrice, pour le coup, par rapport à cette histoire d'insider aussi, évidemment. Mais c'est que on commence, en fait, sur une forme qu'on n'arrive pas à distinguer, donc qui est, en gros, la cagoule, en fait, que porte, qui est masqué le personnage d'Al Pacino, Lowell Bergman, et en fait, qui est dans une voiture du Hezbollah pour aller au Liban, pour aller interviewer un cheikh, donc qui finance, en tout cas, un des chefs du Hezbollah. Et en fait, dès ce premier plan, où on est quasiment en fait sur le visage très très près sur ce tissu, c'est que là, Mann, on va dire, commence à faire ce qu'on avait rarement vu en fait aller vers, c'est la question de la caméra portée. Et donc de démultiplier aussi le point de vue et surtout l'instabilité en fait. Donc ça veut dire caméra portée, derrière, au niveau de la nuque, quelque chose qu'on verra aussi à peu près au même moment chez les Dardennes aussi, hein, d'une façon très très différente. Mais c'est vrai que c'est une bascule pour moi formelle, pour beaucoup. Hein. Il suffit de voir Révélation de toute façon pour. Je crois que ce qu'il y a de plus intéressant dans Révélation, et il y en a tellement sur la forme, mais pour moi c'est tout ce qui se passe sur la façon comment Mann a pris les décisions stylistiques, esthétiques autour du personnage de Russell Crowe. C'est à la fois la façon dont on va après cette séquence d'ouverture assez longue avec l'interview du cheikh. C'est comment lui donc est licencié, en tout cas avec une sorte de rupture conventionnelle du coup avec l'entreprise du tabac pour laquelle il travaillait en recherche et développement. En plus, c'est quand même un des vice-présidents, quoi. Et ce personnage-là, en fait, donc il sort par le hall, et c'est vrai que la façon dont c'est monté, la façon dont vraiment on filme juste derrière lui, etc., ça va aller donc de cette éviction hein, de l'entreprise, littéralement, par le tourniquet, par voilà, la porte d'entrée, quoi. Et ça va jusqu'à, moi, qui est une séquence que je trouve totalement fascinante, en fait, qui est la séquence de le moment où, en fait, où un peu après dans le film, Russell Crowe commence un peu à travailler avec le producteur de 60 Minutes, qui est joué par Al Pacino, pour notamment lire un mémo que Al Pacino a reçu sur de l'inflammabilité des rapports, en fait, sur le tabac. Et Al Pacino, le personnage n'y comprend rien, et en fait va trouver le contact de Russell Crowe, et peu de temps après, Russell Crowe est de retour dans cette fameuse entreprise, et alors là, toute la séquence
que ce soit quand il est assis en attendant, que ce soit en termes de sound design, de bruitage de musique, jusqu'à l'entretien où il est avec Sanderfer, donc le chef de Brown Williamson, et les deux acolytes derrière lui. Ce qu'il arrive à faire avec le chant contre chant et les amorces, c'est juste stupéfiant sur l'aliénation et, je dirais, la manière dont on va stresser, pour le coup, et torturer psychologiquement, en fait, quelqu'un aujourd'hui au sein du capitalisme tardif et du monde de l'entreprise. Voilà, Alors, je trouve ça stupéfiant. Pour rajouter un petit truc, justement, sur cette séquence, cette première scène avec Russell Crowe, il y a cette idée de la caméra comme ça, hein, au-dessus de l'épaule, là, qui effectivement était quelque chose d'assez nouveau à l'époque, hein, d'avoir la caméra aussi près comme ça du En corps. amorce dans le dos. En amorce dans le dos. Mais ça insinue aussi, pour moi, un des thèmes du film, qui est la question de la surveillance. Comment ce personnage-là va développer une espèce de sentiment paranoïaque sans qu'on sache trop si c'est lui qui chapote ou si effectivement il y a bien des voitures qui sont garées devant chez lui. La séquence du terrain de golf. Ouais, voilà. Et je trouve qu'il y a des scènes, il y a plein de scènes de tension que d'ailleurs Fincher, à mon avis, reprendra largement dans Zodiac. Hein, cette espèce d'instabilité justement de la perception qui fait qu'on ne sait pas si on est dans la tête du personnage ou si qu'on est en train de voir est véritablement réel. Mais je voulais juste revenir aussi sur un autre plan qui se situe dans cette première scène, qui est le tout premier plan avec Russell Crowe, et qui, moi, je trouve, est un plan. Alors, moi, je trouve que c'est un effet de caractérisation d'un personnage qui est assez hyper efficace, parce qu'en fait, il est tout seul dans son bureau en train de ranger ses affaires, et de l'autre côté, il y a une grande vitre, et de l'autre côté de la vitre, il y a un pote de départ en retraite dont on n'entend pas le son. Et moi, je trouve que c'est à la fois une super manière de montrer comment ce mec-là, on ne sait pas qui c'est, mais on sait déjà qu'il est exclu dans son monde professionnel. Et le fait qu'il n'y ait pas de son, il y a aussi cette idée qu'on est déjà dans sa tête, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore en caméra portée, mais lui voit le monde, voit les autres vivre à travers l'équivalent d'un écran qui est cette espèce de grande baie vitrée. Et je trouve que là, en termes de narration, alors c'est ça le truc, parce que je donne un peu là ce que j'ai pu dire depuis le début de l'émission, ça donne un peu l'impression que je chipote beaucoup sur Michael Mann, mais par contre je chipote pas du tout sur Révélation, qui pour moi est un film absolument magistral, et qui est pour moi le point justement où Michael Mann a réussi à vraiment allier la forme et le fond de manière, c'est pour moi quasiment le point parfait, quoi. Tu vois, autant je peux avoir quelques réserves, on va dire rythmiques, de rythme de narration, en fait, hein, sur Hit par exemple, même si j'aime bien Hit par ailleurs, hein, mais ou sur les Mohicans, pareil. Ou sur les Mohicans, autant je trouve que dans Révélation, qui est vraiment pour moi directement son film des années 70, hein, parce que c'est sans doute le film où il dit le plus clairement son attachement à Lanji Pakula, je veux dire, à ce genre, à Sidney Pollack, Torres, justement, il en enfin, parle dans son bouquin, il dit que ce sont des personnages qui se pensent être dans les hommes du président, et en fait se retrouvent dans Parallax View. Oui, ou dans Network. Qui est cette bascule. Ou dans Network. Voilà, avec le médium qui se retourne contre les gens qui le font. Et Al Pacino qui se rend compte qu'il est obligé de mettre une version montée, justement truquée. Voilà. Mais c'est et justement, Révélation, il a aussi cet avantage-là. Moi, je trouve que c'est aussi un film c'est aussi un grand film de réflexion formelle sur le cinéma. Sur la question des écrans, par exemple, moi il y a un truc que j'aime beaucoup, et un plan que ma scène préférée probablement, c'est une scène qui est juste avant le procès. Ils vont à une audience, et juste avant ils sont au bord de la mer, et voilà, Russell Crowe a un doute, voilà, il a un doute, et Al Pacino va le voir, et là il y a cette super musique du compositeur de Iñárritu, Santa Eulalia, qui est jouée là, cette espèce de musique à la mandoline là, et il y a cette super musique où le mec il dit bon allez, ok, on y va. Et pour moi vraiment c'est le point. Moi je sais, quand j'ai vu le film la première fois, c'était vraiment le point de base, c'est-à-dire le moment où le film te dit vous pensiez qu'on allait être sur les, voilà, qu'on allait être est-ce qu'ils y vont pas, non, allez, finalement on est à la moitié du film, on va vous donner ce que vous étiez venu chercher, c'est-à-dire un film dossier avec quelqu'un qui balance, quoi. Et moi je trouve que toute la première partie du film, c'est que des empêchements dans la révélation, c'est-à-dire qu'il y a la rencontre avec le producteur qui se passe mal, il y a le reportage qui est truqué, etc. Et quand il y a cette scène-là, il y a tout d'un coup cette espèce de basculement. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a il y a un double effet qui se coule, je trouve, dans la scène. C'est que juste après, il y a ce plan où ils montent en bagnole, et en fait, tu as un champ contre champ, et tu vois ce qu'ils ont chacun de leur côté de la fenêtre. Et Al Pacino, il a la mer, donc l'horizon, donc l'espoir, quoi. Quelque part, quoi. Voilà, il a quelque chose, il a un truc ouvert, et lui, de l'autre côté, c'est un cimetière. Et moi, je trouve que pareil, dans ce plan-là, tout est dit sur ce personnage qui a pris une décision et qui se dit qu'il va peut-être en mourir de cette décision, que c'est peut-être ce qui va lui coûter c'est ce qui va lui coûter sa vie professionnelle, sa vie familiale, et peut-être même sa vie
sa vie tout court. Et moi, je trouve que voilà, cette scène-là, pour moi, elle est là pareil en termes de mise en scène et surtout de rapport entre la forme et le fond, c'est absolument magistral, quoi. Par exemple, Jean-Baptiste Auré, il n'en parle pas, il me semble, tant que ça dans son livre, mais ça me vient aussi là en t'écoutant, Erwan, c'est que c'est peut-être aussi une des premières fois, notamment dans le cinéma américain, qu'on va à ce point aussi travailler et analyser par les personnages eux-mêmes, en fait. Ça veut dire quoi le nouveau discours du management? Ça veut dire quoi toutes ces questions de contrat? Et en fait, c'est assez passionnant dans le film, parce qu'on voit très bien que ça se pose tout de suite d'emblée, finalement, de rompre la confidentialité, etc. Mais ça va aussi jusque l'enquête du personnage de Lowell Bergman, donc d'Al Pacino, qui va vérifier en fait que l'avocate de CBS et l'autre, je ne sais plus quel vice-président, je ne sais pas trop quoi, en fait, il y a une OPA par rapport à Brandon Williamson, etc. Et qu'en fait, ils vont s'en mettre plein les fouilles. Et c'est vrai que le film a en plus ce niveau aussi d'analyse du langage, que je trouve aussi assez passionnant. Et puis c'est vraiment un film de comment dire, de parole. C'est-à-dire c'est un film d'un mec qui a besoin de récupérer son droit à parler librement. Donc en plus, là pour le coup, tu parlais de marxisme, voilà, et on parlait de questionnement sociétal. Alors pour moi, c'est un film qui parle énormément justement des nouveaux États-Unis, quoi. C'est-à-dire de cette Amérique où on a des clauses de confidentialité, où on commence à avoir du politiquement, enfin, pas du politiquement correct, mais en tout cas une communication qui verrouille la vie des entreprises voilà, et qui est quelque chose qu'on va retrouver aujourd'hui dans le greenwashing ou dans des choses comme ça, quoi. Et je trouve que ce film est très contemporain de ce point de vue-là. J'adore la scène, Erwan, où le présentateur qui est joué, tu as dit Thibaut tout à l'heure, le nom de l'acteur, c'est Sam Cooke, c'est ça? Non, l'acteur, c'est Christopher Plummer qui joue le rôle du non, pas Sam Cooke, c'est la musique, mais c'est Christopher Plummer. C'est qu'en fait, il y a la scène qui est pas une scène qui est quand même assez folle, où en gros, ils ont remonté l'interview et lui, il a fait une toute petite interview pour dire que ça a été censuré. Et en fait, il est en train de la regarder et en fait, c'est beaucoup plus court. Il dit rien. Et là, il dit à l'autre qu'il a fait comment t'as pu mettre tes pattes, tes sales mains sur moi, quoi. C'est-à-dire que tu m'as monté. Et ça aussi, c'est intéressant. Comment le mec prend conscience que image, voilà, elle peut pas tomber d'entre n'importe quelle main. Voilà, où le mec tombe de son piédestal et se rend compte que sa parole aussi peut être confisquée à n'importe quel moment par des impératifs, à cause d'impératifs économiques, quoi. Thibaut. Pour rebondir sur ce que tu disais, Erwan, sur la surveillance et donc par extrapolation sur la place de l'écran dans le cinéma de Michael Mann, c'est vrai que le personnage manien dans Révélation et puis ensuite dans Public Enemies, qui est peut-être un film un peu mal aimé de Michael Mann alors qu'il est absolument passionnant, c'est que le personnage manien, donc je disais tout à l'heure qu'il n'est jamais à sa place, il ne trouve pas sa place et du coup il est complètement prisonnier de l'écran et c'est très intéressant dans Public Enemies parce que on va spoiler les films, mais à la fin de Public Enemy, il y a le personnage donc de Dillinger joué par Johnny Depp qui va au Cinoche et qui voit sa propre représentation. On dirait un film d'Arthur Penn des années 60 en mode son western d'une histoire qui se représente en temps réel et puis qui devient absolument mythologique. Et ici, le personnage de Johnny Depp, lui, il est tout à fait prisonnier entre des gangsters qui ne sont plus à l'ancienne, mais du coup qui vont commencer à être imprégnés par ce capitalisme, et d'un autre côté, un écran qui le représente un petit peu mythologique, et sauf que Johnny Depp ne veut pas être comme ça. Du coup, il est dans cet entre-deux qui est certes infini, mais cet entre-deux ne fait que Dillinger ne trouve plus sa place dans ce monde. Parce qu'il est entre des gangsters qui sont modernes, avec des voitures hyper rapides. Et une représentation iconique et mythologique. Et du coup, l'écran est hyper important. Et du coup, l'acte final des personnages de Hacker, la toute fin du film de Hacker, est d'autant plus déterminante que justement les personnages-là vont du coup essayer de fuir cet écran de contrôle, cet écran de surveillance, cet écran de télévision pour essayer de retrouver leur place dans le monde. Alors, je ne sais pas si Michael Mann va faire un Hacker 2, je n'espère pas. Mais on sent bien en fait le dilemme du personnage manien par rapport à ces écrans et en 3 films. Toujours sortir de la représentation. Mais qui est en fait le dilemme de Mann, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait Mann, il a aussi ça, c'est-à-dire qu'il a à la fois les écrans, l'écran notamment de sa caméra vont lui permettre de montrer, et en même temps il a tout à fait conscience que justement les écrans servent aussi à dissimuler, et que le montage sert à dire et sert à manipuler dans le même temps.
Et c'est pour ça que Révélation, à mon avis, c'est sans doute. Mais même dans Ali, on trouve ça aussi, hein, je veux dire, dans le côté médiatique, dans toute la dernière partie d'Ali, notamment. Comment est-ce que ces personnages maniens, justement, qui sont un peu finalement des personnages de Il était une fois dans l'Ouest, il y a les personnages qui sont déjà plus à leur place, ou la prisonnière du désert, et de ce point de vue-là, même s'il n'a jamais vraiment fait de western, il est dans une tradition américaine de remise en cause de la figure héroïque, en fait, c'est-à-dire de personnages qui sont des légendes, mais qui se retrouvent dans un monde qui n'est plus capable de les reconnaître comme tels, en fait, ou de les apprécier, on va dire. Voilà, même pas de les reconnaître, mais de les apprécier comme tels, et qui les réduisent finalement à des objets de consommation courante, que ça soit donc un personnage un Dillinger, aussi une version cinématographique de Dillinger, ou que ça soit des manchettes de journaux sur des histoires de gangsters, quoi. Et ça, je trouve que ça, c'est un des aspects les plus intéressants, parce que quelque part, c'est quelque chose qui est en plus présent dès le départ. Moi, je trouve que dès le solitaire, et même surtout dans le sixième sens, la question de cette histoire, de ce rapport à la notoriété, ce rapport à, je veux dire, à comment est-ce que c'est plus mes actes qui vont compter, c'est l'image qu'on va donner de mes actes. C'est par le filtre d'un écran qu'on va comprendre mon action. Et du coup, c'est pour ça que la parole est aussi intéressante, c'est parce que dans Révélation, quelque part, il fait une espèce de truc à rebours en disant, bah voilà, finalement, c'est pas un truc de vieux con, quoi, mais c'est ces personnages qui utilisent la technologie parce qu'ils ne peuvent pas se parler, avec les fax et tout ça, finissent par comprendre qu'il va falloir revenir à quelque chose. Le seul truc qui peut échapper encore au capitalisme, c'est justement d'avoir une parole qui soit, entre guillemets, non technologique, qui soit pas technologisée. Et quelque part, mais même dans Hacker, finalement, on retrouve un peu cette thématique-là, quoi, justement, d'un capitalisme qui, comme il maîtrise la technologie, maîtrise aussi la représentation. Et c'est intéressant parce que Mann, qui est justement expérimental dans son utilisation des caméras, de la HD, je pense qu'il a complètement conscience qu'il est à la fois un prophète et un instrument. Et je pense que son cinéma, moi, parle, et notamment ces derniers films qui sont moins aimés, mais peut-être parce qu'ils deviennent plus intellectuels quelque part de ce point de vue-là, et que tu sens que c'est quelque chose qu'il travaille énormément, quoi, cette histoire de. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il réalise plus beaucoup aujourd'hui, c'est que il est peut-être arrivé à un point de contradiction, en fait, qui est difficile à résoudre, en fait. Son dernier film, Hacker, pour le coup, qui a coûté hyper cher, qui est un énorme bide, et c'est en 2015, Hacker, je crois. Il n'est pas sorti en France, dans mon souvenir. Si, il est sorti en genre, France. Ça a été bazardé en une pauvre semaine, là. Alors que c'est pas si mal que ça. Il travaille sur une nouvelle série, mais tous les projets qu'il a voulu faire, il avait notamment un projet sur Robert Capa, le photographe. Ouais, voilà, donc, mais c'est pareil, c'est un truc qu'il a jamais pu monter. Encore une fois, on imagine bien ce qu'il pourrait faire avec un mec qui utilise la photographie pour montrer le monde, quoi. Voilà. Et voilà, la mise en le côté mise en abîme, je trouve, devient de plus en plus fort, en fait, en tout cas de plus en plus consciente au fur et à mesure de sa filmo, quoi. Alors messieurs, on va devoir s'arrêter là, mais il y aura un peu plus sur Internet sur les bonus, mais là, pour cette diffusion en direct à la radio, nous allons nous arrêter là. Merci messieurs, merci Valentin à la technique, et pour finir, en guise de coup de cœur, votre film préféré de Michael Mann, Carrément Fleuret. Miami Vice. Docteur. Révélation. Erwan. Révélation. Miami Vice. Voilà. Merci à tous. Ex aequo. Voilà. Et prochaine émission, prochaine édition. Merci à tous. Merci Erwan et à ciao. Merci à vous. Salut. 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 Herzchen klein ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut steht ihm gut, ist ganz wohlgemut. Aber Mutter weinet sehr, hat ja nun kein Händchen mehr. Wünsch dir Glück, sagt ihr Blick, kehr nur bald zurück. I had a fortune. It said, leave now, life is short, time is luck. You got assets somewhere? Insurance. Why? Things go wrong. The odds catch up. Probability is like gravity. You cannot negotiate with gravity. One day you should just cash out, you know? Just cash out and get out. Yeah? Yeah, as far and as fast as you can. Would you fund me? Yes, I would. This is very Cuban, the protective male talking. It's the talk of a man. If he were your husband,
He would never put you at risk. He would never put you within 1,000 miles of anything that could hurt you. And where would you be? A while longer still in this business. And then I'd find you. Would you? Yes, ma'am. If you couldn't, I would have left. The only thing I know. Since I was 17. But none of this will happen. Because what do you see around? Look around you. It's controlled by Arcangel de Jesus Montoya. Bonjour, vous êtes bien dans les bonus de En attendant Godard sur notre émission Manpower, donc consacrée au cinéma de Michael Mann. Nous venons de faire donc une heure, c'est un peu baladé dans la filmographie de Michael Mann et on va reprendre là où on s'est arrêté sur une question qui nous intéresse dans le cadre du cinéma de Michael Mann, car il questionne et critique l'image et les images de manière générale, en tout cas dans le cadre contemporain. Et il y a toujours cette question chez Michael Mann du devenir des personnages qui cherchent tous à fuir quelque chose, retrouver leur liberté, mais c'est qui bien souvent veut dire finir seul ou finir mal, comme par exemple à la fin du Solitaire. Et on parlait de Hacker, qui est un des rares films de Michael Mann où, entre guillemets, la destinée du couple se passe bien, car justement, ils sortent du monde des écrans, ils sortent du flux des images, mais de manière vraiment littérale dans le film. Je sais que je suis pas un grand fan de Hacker, je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes dans celui-là, notamment en termes narratifs, beaucoup plus que dans ses autres films. Mais justement, cette fin qui est un peu plus positive, on va dire, que de manière générale, laisse entrevoir, en tout cas dans le cinéma de Michael Mann, même si il sent bien que le monde capitaliste tel qu'il est actuellement est une impasse. Néanmoins, pour certains personnages, il y a un devenir possible quand on sort de ce monde-là des écrans, de manière générale. Erwan. Oui, en fait, j'avais plutôt une question importante d'abord en fait, à te poser, Thomas. C'est que, si j'ai bien compris, l'émission s'appelle Manpower. Exactement, oui. C'est ça? Oui. Ouais. Du coup, tu aurais dû le faire venir que des intérimaires. Oui, exactement, que les intérimaires. Logique, en fait. Permanents. Oui, exactement. Ça aurait été vraiment manié pour le coup comme émission, mais là. Exactement, mais c'est pour ça que tu es là, Erwan, tu es notre intérimaire. Mais oui, non, en fait, par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure et à ce que tu viens de récapituler, Thomas, je suis tout à fait d'accord avec ce que disaient Erwan et Thibaut. Et c'est vrai que cette sortie de la représentation, d'une certaine façon, c'est plutôt une sortie, en fait, peut-être du cadre d'une forme de surveillance. Et je reviendrai à Public Enemy, ce qui est assez intéressant dans Public Enemy, qui est un film que je trouve quand même assez passionnant, peut-être un peu, comment on va dire ça, sur un mode peut-être un peu plus mineur, mais ce que je trouve assez fort, c'est de faire dialoguer les années 30 avec aujourd'hui et de faire aussi une préhistoire du FBI, au sens où c'est l'invention d'une institution aussi liée à la surveillance. Et on voit en fait des scènes assez, avec ces histoires de standards, de réseaux, etc. Vraiment des scènes assez fortes. On voit bien que Mann, ça l'intéresse. C'est ça qui l'intéresse quand même. Et évidemment, l'ouverture de Hacker, la question vraiment de filmer le circuit quasiment, filmer la circulation, ouais. C'est quasiment ça. Et c'est vrai que ça va jusqu'à peut-être un des rares happy end, en fait, si on veut, puisque à la fin de Hacker, on a ces deux personnages, ce couple, qui enfin peut s'extraire du flux, ou en tout cas s'extraire et peut-être, je dirais, s'émanciper, ou en tout cas redevenir peut-être maître d'eux-mêmes et de leur image, enfin. Et ce qui n'était pas le cas, par exemple, de Miami Vice, qui en fait un film encore peut-être plus pessimiste, plus triste, très très désenchanté sur la question du retour, qui était déjà cette fin où le personnage de Colin Farrell revient, en fait, retourne chez lui, retourne au travail, retourne dans le système. Et on voyait déjà que dans Miami Vice, qui est peut-être une des scènes, à mon avis, les plus fortes de tout le cinéma de Mann en termes de raccord, c'est, donc, si on se rappelle l'ouverture dans la séquence de la boîte, et ce moment assez étonnant où
on pense être sur un film narratif, et là, c'est pour ça que Miami Vice, c'est un film totalement déstructuré en termes dramaturgiques. Et ils vont sur le toit, lui et donc Colin Farrell et le personnage de Jamie Foxx, et là, ils ont un indique, et ils vont aller le voir, et cet indique-là, dans une scène sur l'autoroute, assez stupéfiante, se suicide. Et en fait, c'est vraiment sur la question du raccord. Donc, il y a un camion qui passe sur lui, c'est juste une trace, et on raccorde sur une voiture derrière qui avance, quoi. Donc, c'est vraiment une des images peut-être les plus fortes, les plus puissantes, comme ça, liées au réseau, au flux, à l'aliénation et à ce qu'est aujourd'hui, peut-être, en tout cas, ce qui était à ce moment-là aussi dans Miami Vice, la possibilité d'un film de guerre. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi ce moment où ils sont dans une zone où il y a des trafiquants de drogue et ils n'ont plus de signaux téléphoniques. Et il y a un dialogue où ils disent c'est ce que la CIA utilise en Irak, etc., de brouillage. Et c'est vrai que c'est l'indistinction, le brouillage, enfin tout ces. Et ce que Hacker, moi ce que j'adore en fait dans Hacker, c'est que à un moment donné, et ce que dit bien Toré aussi, c'est que finalement c'est le virtuel qui importe plus que le réel. C'est qu'il y a quand même une séquence de, bon, pas entre guillemets, mais de poursuite. En tout cas, on cherche quelque chose qui n'existe pas. Il y a un type sur un banc et c'est juste un relais Wi-Fi, quoi. Ce qui est quand même le truc le plus nul en termes scénaristiques. Et il arrive à le faire passer par cette forme qu'il a travaillée depuis Révélation. Moi, je sais que sur Hacker, là, moi, je l'ai pas revu depuis un petit moment, mais moi, je sais que le souvenir que j'en avais, que le film m'avait assez étonné dans son côté un peu volontairement déceptif, c'est-à-dire que on s'attend à avoir une espèce de grosse confrontation avec un gros discours sur les flux et tout ça. Les écrans, ça fait écran. Voilà, exactement. Black Mirror. Quoi. Et justement, là, moi, je trouve que quelque part, c'est aussi ce qui fait que quelque part, moi, je trouve que c'est un film finalement relativement récréatif pour Michael Mann, c'est qu'effectivement, tu sens qu'il n'a pas envie il a pas envie de surcreuser son sillon. Il le fait, mais il ne va pas le faire par le discours déjà, parce que moi, je sais que je pense que c'est un des méchants les plus nuls que j'ai vu dans un film, c'est-à-dire que le mec crée un écran de fumée autour de lui où tu dis ouais, le mec il doit peser et tout ça machin, puis en fait moi je me souviens de la scène finale, quoi. Je me suis dit ah ouais d'accord, ok, ça se boucle comme ça cette histoire, quoi. Et c'est vrai que un coup de chlasse. Et là moi je comprends que le film n'a pas marché parce qu'effectivement c'est encore une fois une logique, et ça c'est moi ce que je trouve vachement intéressant chez Michael Mann, c'est ce rapport à Hollywood, quoi. C'est-à-dire comment tu sens que il va vers la logique hollywoodienne, et en même temps il passe son temps à détourner le truc. Et c'est vrai qu'en tant que spectateur, ça peut être un peu déstabilisant parce qu'en fait, l'apparence te fait croire que tu vas être dans un véhicule hollywoodien relativement dirigé clairement sur des rails. Et au contraire, justement, pour moi, la déstructuration, elle ne se fait pas qu'au niveau formel, elle se fait aussi au niveau des codes narratifs. Je parlais tout à l'heure de la non-iconisation des femmes. Je pense que ça participe de ça aussi. Et sans doute de choses très personnelles aussi, enfin voilà, d'un point de vue personnel de Michael Mann. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau c'est conscient chez lui, mais pour moi c'est sans doute un des réalisateurs qui est peut-être les plus contrebandiers en fait dans le Hollywood contemporain. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui en apparence donne tous les gages et en même temps passe son temps à nous la faire à l'envers. Et moi je trouve que Hacker, ça m'avait fait j'avais trouvé presque drôle Hacker, quoi, comme film. J'avais trouvé ça presque voilà, cette espèce de décalage avec cette espèce de méchant tout nul, cette scène à la fin là, voilà, qui est voilà, et voilà où on nous construit et où il nous montre justement comment est-ce que quelque part on construit une mythologie par les médias, et comme ça c'est une bonne partie de son boulot quand même, hein, depuis justement même déjà depuis le Sixième Sens. Comment est-ce que derrière la mythologie en fait il y a d'un côté les vrais mecs, quoi, les vraies légendes, quoi, tu vois, qui font les choses à cœur ouvert et j'irai en plein jour, et puis il y a les nuls qui se construisent des mythologies par l'intermédiaire du réseau, par l'intermédiaire du flux, mais qui finalement sont des pauvres types en fait. Pour moi, je sais même plus qui c'est qui joue le méchant, quoi, dans Hacker. Je me souviens juste de me dire, mais quel loser ce mec. Comment c'est un gros. Et je trouve que moi je sais c'est que juste un gros geek à lunettes avec et je trouve qu'il arrive à faire dans ce film-là ce que quelque part Die Hard 4 n'avait pas réussi à faire, avec un méchant qui était juste nul, tu vois. Alors que Die Hard 4 finalement dit la même chose, hein, finalement Die Hard 4 avec des moyens beaucoup plus bourrins, mais dit finalement quelque chose de pas si différent. L'idée que d'un côté il y a les vrais mecs qui font les machins, qui font les choses à la main, qui pètent des nuques et qui envoient des bagnoles de police dans des hélicos, et puis il y a les mecs aux petits pieds qui jouent les grands méchants derrière leur écran, mais qui sont en fait des pauvres merdes en fait, quoi. Et c'est d'ailleurs pas par hasard que Mann a dit bien tout l'amour qu'il trouvait, en tout cas tout le respect et l'admiration qu'il avait pour la série Le Bureau des légendes.
Ça dit aussi beaucoup de choses. Mais par contre, tu sais, Thibaut, je disais donc sur une question de titre, parce qu'il faut aussi attaquer nos camarades du cinéma et moi, c'est que du coup, notre émission s'appelle Manpower, donc bon, je vois pas beaucoup d'intérimaires à part moi. Mais il y a au moins un chômeur. Il y a au moins un chômeur. Ah oui, c'est vrai. Un chômeur, c'est ça. Mais par contre, donc l'émission de Cinéma Mort, c'est avec Jean-Baptiste. Donc, Harvard, c'est Superman Returns. Et en fait, je sais pas si. Enfin, j'imagine que Antonin ou Étienne le savent, mais un Superman, c'est un article un peu classique de Jean-Luc Godard au Cahier du cinéma sur Anthony Mann. Voilà, je voulais savoir. L'homme de l'Ouest, serait-il le dernier western? Mais ouais, de toute façon. C'est important. Ouais, et du coup, on parlait de Mann et son rapport au professionnalisme, mais aussi son rapport, on va dire. Mann, ça fait partie des grands cinéastes hollywoodiens actuels, comme Fincher ou comme Kubrick avant, qui sont des contrôles fric et qui met aussi souvent en scène, du coup, des personnages qui sont eux-mêmes des contrôles fric de leur vie, qui sont ultra professionnels. Et le film qui est, je pense, le plus marquant pour ça, parce qu'il tourne aussi avec un acteur qui est un vrai contrôle fric, c'est avec Collateral. Parce qu'il prend quand même. Il prend Tom Cruise, qui à l'époque était peut-être la plus grosse star du cinéma américain, qui est un mec qui est connu pour strictement tout contrôler, être un vrai contrôle fric. Et ça, je trouve que c'est un truc un peu dommage dans le bouquin de Torres, justement, qu'il ne questionne pas le choix d'avoir un acteur comme Tom Cruise pour jouer un tel personnage. Parce que ça me paraît important, parce que ça veut dire ça va surdoser le côté de la volonté de contrôle total de la part de Mann et de la part de ses personnages, avec un acteur pareil qui est un tueur à gages froid, ultra professionnel, qui veut juste faire son taf, il s'en fout pourquoi, il doit juste les buter. Et il y a vraiment un aspect intéressant là-dedans avec Collateral, je trouve, avec la figure de l'être Tom Cruise. Thibaut. Oui, je voulais revenir sur le côté professionnel et faire... et donc partir de Collateral. En effet, le personnage de Tom Cruise, qui est une espèce de... qui pourrait être une espèce de clone de La République En Marche. Enfin, on est à ce niveau-là. Il faut faire le boulot coûte que coûte. Et en ça... je trouve que Michael Mann, et en même temps, et avec ce côté contrebandier, je trouve que Michael Mann, alors on a cité Léon, on a cité Peckinpah sur la place ou sur la non-place des personnages dans le monde. Et je trouve que Mann peut se rapprocher d'un autre cinéaste qui vient de Chicago, si je ne m'abuse, qui est William Friedkin. Ils ont été beaucoup comparés. Ils ont été, dans les années 80, ils ont bossé plus ou moins sur les mêmes projets, ils se sont bien tirés la bourre en interview. Ils se sont bien tirés la bourre et tout. Et en fait, donc Friedkin, pareil, qui a fait des énormes succès, qui a fait ce film absolument monstre qui est sorcera au sein même des studios, et il défonce en même temps le studio dans le film. Donc c'est absolument... Il y a un côté un petit peu schizophrène qui est absolument... Après, il l'a payé. Fascinant, oui. Mais voilà, je trouve que Mann et Friedkin, qui viennent tous les deux de Chicago. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une petite psychologie à faire sur c'est quoi être de Chicago? Ils ont plus ou moins le même parcours. Ils viennent du cinéma documentaire. Également, il me semble, Friedkin aussi est parti et a fait ses études en Angleterre. Donc voilà, sur ce côté du professionnalisme, c'est intéressant de rattacher les deux cinéastes. Mais Collateral, c'est vrai que on ne parle pas assez de Tom Cruise. Pourquoi Cruise et Mann? Comment Tom Cruise et Michael Mann se sont rencontrés? Alors, il a bossé avec des stars. Il a bossé à l'époque William Peterson pour Manhunter. Est-ce que Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Gong Li, Colin Farrell, Jamie Foxx, Russell Crowe. Enfin, on en passe. Des acteurs pas fastoches, qui non, sont connus quand même pour les... être pas fastoches. Mais Collateral, il me semble que par rapport à ce qu'on se disait sur Mann est-il un cinéaste marxiste, il me semble que Collateral, même si je disais que Mann n'était pas un cinéaste didactique, mais il me semble que Collateral, c'est vraiment le cahier des charges. C'est vraiment le film matrice de est-ce que Michael Mann est un cinéaste politique, et il me semble que c'est Collateral qui donne la réponse. Et qui est pourtant un des rares films que lui-même n'a pas écrit, où justement toute cette question, ce discours passe plus par sa mise en scène. Tu as notamment la rencontre de Jamie Foxx avec le commanditeur, on va dire, qui est joué par Javier Bardem dans La Boîte de Nuit, où il y a tout un rapport de force en fait qui va s'inverser à un moment donné, parce que lui c'est pas du tout un tueur, c'est un chauffeur de taxi, Jamie Foxx. C'est l'élément humain en fait. C'est le dommage collatéral. Et à un moment donné, il va y avoir une bascule dans son rapport, dans sa discussion avec Bardem, qui va passer par un geste tout simple, c'est qu'il va enlever ses lunettes et d'un coup, il va devenir froid et hyper méthodique.
Et la menace qui était derrière avec les hommes de main et leurs gros guns, tout d'un coup, elle se fait beaucoup plus diffuse. Parce qu'il prend l'ascendant, justement, sur le commanditaire. Et c'est toutes ces questions de politique qui passent par là, et aussi par les choses qu'il va montrer en filmant LA de nuit. Il y a un truc qu'on n'avait jamais vu filmé comme ça à l'époque, parce que avec ces nouvelles caméras HD, il pouvait vraiment capter toutes les lumières et toutes les variables en fait des sources de lumière de LA la nuit. Erwan. Oui, bah, de toute façon, c'est la question, encore une fois, de la profondeur de champ. C'est comment distinguer, faire le point. Les choses qui intéressent extraordinairement Mann et beaucoup de cinéastes, beaucoup de stylistes, c'est la question du point. Donc, effectivement, faire le point donc, entre le net et le flou, c'est vrai que la haute définition, pour ça, elle est quand même très, très intéressante en termes esthétiques. Mais je reviendrai aussi à ce que Thibaut disait sur, à la fois, donc, et ce que tu posais, Thomas, comme question sur Tom Cruise, c'est que je pense qu'il y a aussi un rapport peut-être à aller chercher, en fait, du côté, une fois de plus, du professionnalisme, de la méthode, de la technique purement, mais aussi pour dire, à mon avis, que Mann, je pense, voulait travailler sans doute avec Cruise parce qu'il a travaillé avec Kubrick. Ouais. Il y a de ça et que Mann est un admirateur du cinéma de Kubrick. Peut-être pas, hein, mais c'est peut-être une piste. Mais en tout cas, à ce moment-là aussi, je crois que Cruise, qui voulait aussi, a toujours, on va dire, été vers les plus grands cinéastes de son époque. En travaillant avec Mann, il y avait quelque chose de l'ordre. On se rappelle à l'époque, dans la promotion et à la sortie du film, que Tom Cruise racontait qu'il avait essayé, effectivement, malgré sa persona, de se faire, effectivement, jouer un peu le côté tueur à gages, de faire des fausses missions dans la vie, etc. En tout cas, d'être énormément entraîné, comme Mann sait toujours bien le faire, c'est-à-dire que l'acteur fusionne avec son personnage en termes de technicité, c'est-à-dire vraiment de ce qu'il a à faire, comme tu disais au début, dans l'émission qu'on a fait, la première émission, c'est que justement, c'est de l'ordre de filmer le travail. Et donc, il fallait aussi que ça se ressente en termes de corps, en termes d'habiter le film, en fait, et de l'espace, qui est quand même à la fois l'espace du taxi et en même temps l'espace de chaque mission. Et je pense que ça a intéressé les deux. Je pense qu'il y a vraiment un travail entre Mann, directeur, et aussi Cruise qui, je dirais, se conforme, ou en tout cas prend des choses chez Mann et aussi toute la méthode. Thibaut doit nous quitter quand on parle de professionnel. Bah oui, ouais, le professionnel de la famille, là. Voilà, le professionnel de la famille. Merci carrément, Florent. Ouais. À plus tard, Erwan. À plus tard, Thibaut. Messieurs. Où on en était? On parlait de Collatéral et de la relation Cruise. Cruise, Mann, ouais. Non, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus autrement Mais Collatéral, moi je sais que j'ai toujours un sentiment bizarre sur ce film-là. C'est l'idée presque, c'est une sorte de taxi driver schizophrénique, c'est-à-dire que on prend le personnage de Travis Bickle, mais on divise entre sa part humaine et sa part mécanique, en fait, ou sa part robotique. Comment dire, voilà, c'est peut-être moi là qui surinterprète un petit peu, hein, mais voilà, je trouve qu'il reprend quand même cette idée dans Taxi Driver que le taxi est un monde au milieu du monde, en fait. Voilà, qu'il y a le taxi et la ville. Jafar Panahi fait la même chose. Voilà, oui, bien sûr, qui est le monde autour, et qu'il y a cette idée, qu'il y a cette idée. Mais c'est marrant, le taxi, ça se prête assez bien à ça, en fait, parce que je pense aussi au film de Jarmusch qui se passe dans différentes villes, où le taxi est toujours l'expression du monde qui l'entoure, la ville qui l'entoure. Le motif du taxi marche assez bien de ce point de vue-là. Donc, mais moi, je pensais plutôt, Thomas, à Joe, ce qui c'est pas mal. Oui. Joe le taxi. Mais sinon, comment dire, Thibaut a lancé sur Friedkin. Je pense que ce qui fait la différence, peut-être quand même, entre les personnages de Mann et les personnages de Friedkin, c'est que les personnages de Mann, moi, ne me semblent pas vraiment dirigés par une obsession. Justement, le professionnalisme reste du professionnalisme, alors que chez Friedkin, le professionnalisme est au service de quelque chose de pulsionnel, quoi, de beaucoup plus intense, en fait, à l'intérieur même des personnages. J'ai l'impression que c'est moins le cas, en tout cas, chez Mann, quoi. Bah, je pense que ce que tu dis, Erwan, c'est vrai que c'est intéressant, notamment par rapport à Taxi Driver. Taxi Driver est écrit par Paul Schrader, et Friedkin aussi est du côté de questionnement lié au mal et au mal intérieur, ce qui n'est pas exactement le cas chez Mann, en fait, puisque je pense que pour lui, chez Mann, le mal est systémique plutôt, et vient, et c'est pas l'intérieur, en fait. C'est pas, on dit souvent que l'un des films matriciels pour Friedkin, c'est
comment il s'appelle ce film de John Huston Le trésor de la Sierra Madre. Non. Voilà, le trésor de la Sierra Madre. Et c'est vrai que c'est pas la même. Je dirais qu'il y a presque un côté aussi. Toré en parle un peu, mais il y a un côté où ce taxi, par rapport au personnage de Tom Cruise et de Jamie Foxx, c'est un divan. Oui, c'est aussi un Comment divan. eux ont des choses à régler, quoi. Et la question aussi du mal chez Friedkin, c'est que chez Mann, chez Friedkin, souvent le mal est plus quelque chose de métaphysique, on va dire, alors que chez Mann, c'est beaucoup plus concret, c'est les arcanes du pouvoir, la violence sociale. Et le mal n'est pas confondu avec l'illégalité, par exemple. C'est-à-dire que les personnages de Mann, parce qu'ils sont professionnels, assument leur rapport justement à l'illégalité. Même dans Miami Vice, il y a le côté borderline des personnages. C'est quand même assez clairement assumé par les personnages. Moi, je trouve pas que ça traduit. Enfin, j'ai jamais ressenti que ça traduisait une espèce de dichotomie intérieure et où le film serait chargé de résoudre cette dichotomie pour les personnages. Et moi, au contraire, j'ai plutôt l'impression que les personnages, ils arrivent en ayant déjà un peu réfléchi à ce qu'ils sont. S'il y a des. C'est pour ça que il peut y avoir des la hésitations. distinction serait presque entre immoral et amoral, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et effectivement, il y a ces personnages qui peuvent être dans des moments d'hésitation, dans Révélation notamment, hein, mais quelque part, on n'a pas trop de doutes parce qu'on sait de quel bois sont faits les personnages. Je pense que chez Friedkin, c'est moins clair. En fait, chez Friedkin, c'est plus. C'est plus ambigu, c'est aussi un peu plus nihiliste souvent dans son déroulé et dans sa conclusion, quoi. C'est pour ça que c'est un cinéaste Friedkin de toute façon qui est souvent c'est plus catholique aussi, quelque c'est part. ça. Tu sens plus une certaine tradition peut-être familiale ou bien religieuse, justement, un truc qu'il travaille sur la question du mal à l'état pur. On trouvait dans certains films de John Carpenter à peu près à la même époque d'ailleurs dans Prince des Ténèbres, tout ça, le mal originel finalement. Sauf que chez Carpenter, le mal originel se lie toujours avec un mal sociétal. Oui. C'est là où justement, je pense à Fog par exemple, ou même à Invasion Los Angeles, quoi, avec l'idée, alors évidemment de manière très différente, hein, mais avec quand même cette idée que c'est le mal, la société n'est qu'une expression du mal en fait. Voilà. Oui, Aaron. Il y a une filiation qui est aussi un peu intéressante qu'évoque Jean-Baptiste Toré dans son livre, c'est comment, si on voit que finalement un cinéaste qui nous est très cher dans l'émission, quelqu'un comme Richard Fleischer, est aussi quelque chose de Les Inconnus dans la ville, Les flics ne dorment pas la nuit. Ce sont aussi des choses qui infusent, à mon avis, effectivement, enfin à mon avis au sens de Toré, mais qui sont assez peut-être un peu évidentes quand on y réfléchit en fait par rapport à la façon de caractériser les personnages, d'avoir une épaisseur, ce rapport aussi à la société. Donc il y a ça, et c'est vrai que la question de l'héritage qui est très complexe, en fait, l'après-Man, et peut-être c'est la fin du livre, mais ce que dit Toré, et je pense assez juste, c'est le rapport entre, c'est-à-dire qu'il y a un tropisme à un moment donné, clairement, à partir de Miami Vice, clairement vers l'Asie, et avec Hacker en particulier, évidemment. Et à mon avis, peut-être que le cinéaste avec qui il pourrait dialoguer, malheureusement il est mort, mais c'est Edward Young. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Edward Young, effectivement, avait des questionnements formels et esthétiques et même narratifs, en fait, très très proches. Et qui est aussi un cinéaste de la surface aussi, Edward Young. Ouais. Notamment c'est vrai qu'un film comme Yi, par exemple, est un film qui, à mon avis, pourrait dialoguer avec un film comme. Il y a des plans. Moi, j'ai souvenir dans Yi, il y a des plans qui sont dans un genre complètement différent, mais il y a des plans qui sont effectivement. Il y a des plans carrément maniens sur les lumières et sur ce que les lumières peuvent. Moi, je me souviens par exemple dans Yi d'un plan que moi je trouve super beau, avec un personnage où le personnage féminin est dans un moment de détresse, elle est dans son bureau, elle regarde par la fenêtre, on voit le reflet des phares. Et moi, je me souviens qu'en le revoyant au cinéma, j'avais jamais remarqué ce plan-là en fait. Et au bout d'un moment, il y a une lumière rouge qui s'allume au niveau de son cœur. Voilà. Et je trouve que toute la souffrance du personnage, toute la souffrance interne du personnage, passe pas par des dialogues, passe pas finalement par du jeu d'acteur, mais passe par la manière dont la lumière se pose sur les acteurs. Et dans mon souvenir, dans Collatéral, il y avait ce côté-là aussi, cette espèce de côté lumière alternée comme ça, où on voit sans voir, où justement une espèce de moi là aussi, Collatéral, ça fait un petit moment, j'ai pas bien fait mon boulot, hein, j'ai pas regardé tous les films avant l'émission, mais moi j'ai souvenir de cette photo, notamment la scène de la boîte de nuit aussi, j'ai souvenir de cette photo, une espèce de photo en alternance comme ça, où un coup on voit, un coup on voit pas, un coup on voit, un coup on voit pas. Et une espèce de dualité qui rebondit bien avec la dualité justement psychologique entre les deux personnages principaux du film, quoi.
De toute Bah, façon, c'est ce que... ouais, attends, mais on parlait ça, mais Man aussi, que de toute façon, c'est un des cinéastes contemporains, pas seulement avec Hit dans le monde du polar, on va dire, mais qui a eu quand même une influence formelle assez étonnante, pas que aux USA, mais donc en Asie, en France aussi. Tout à l'heure, tu parlais de Pascal Ferrand, il y a Rochant, tout ça, il y a même Claire Denis dans certains aspects de sa filmo qui peut faire penser à ça, à Sayas, qui a tenté de l'émuler. Olivier Marchal, ce gros blaireau, par exemple, on va dire dans son pendant vulgaire et puis crasseux, quoi. Mais c'est vrai que tu as des motifs et par exemple, la manière de filmer la ville chez Mann se retrouve chez plein de cinéastes. Même par exemple chez Terrence Malick dans Night of Cups ou trucs comme ça. Ou Drive Ouais, de ou Refn. Drive, quoi. Faire un documentaire sur la ville. Et c'est vrai que la manière dont lui filme la ville de manière générale, que ce soit à LA, que ce soit à Chicago, il y a vraiment une manière de le faire qui a été reprise, qui a été émulée. Enfin, que beaucoup ont tenté d'émuler dans tout le cinéma contemporain depuis une vingtaine d'années. Moi, c'est ce que j'appellerais une vision Don DeLillesque un peu de la ville. Et pour moi s'il y a un auteur qui a beaucoup à voir, j'imagine que là aussi, Toré doit en parler, mais Ouais. voilà. Très à la marge, mais il en parle. Voilà, moi, ça m'a toujours semblé évident que même en termes justement de déconstruction du récit, même si évidemment la littérature permet peut-être plus de choses à Don DeLillo qu'à Michael Mann, et puis des questions d'économie aussi de la création, quoi. Là, tu vois, Erwan, c'est que Toré fait un rapport entre le personnage de Tom Cruise dans Collatéral et de la situation collatérale avec le roman Cosmopolis, en fait. Complètement. Cette limousine, ce personnage dans la ville. Et là aussi, mais par contre, sur Edward Young, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que un philosophe comme Jameson. Attends, reprends, Erwan, on est en train de te perdre. On est en train de te perdre. Reprends, on est en train de te perdre. Ouais, c'est mieux. Reprends ta phrase, ouais. On a eu un petit problème de flux, justement. Toré est assez intéressant. En fait, la manière dont il utilise Frédéric Jameson, c'est que donc ce philosophe qui a notamment travaillé avec ce livre-là, donc la logique culturelle à l'ère du capitalisme tardif, c'est que justement Jameson lui-même, dans un de ses écrits, en fait, travaillait sur Edward Young et sur le film The Terrorizers. Et Toré parle aussi de Type History d'Edward Young en rapport à Michael Mann. C'est vrai que du coup, c'est un peu cohérent sur la façon dont ces cinéastes travaillent l'aliénation par la forme et le fait d'être dans une société capitaliste au XXe siècle, plutôt à la fin du XXe siècle. Toré évoque aussi Jiazangke ou Aotian, par exemple, entre la Chine et puis Taïwan. Et moi, je dirais aussi, et je sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'à mon avis, peut-être aussi une influence manienne qu'on pourrait trouver, je sais pas, mais c'est peut-être dans le cinéma coréen, chez des gens comme Na Hong-jin, chez des gens comme peut-être même Bong Joon-ho d'une certaine façon. J'arrive pas trop à savoir de quelle façon, mais à mon avis, il y a quelque chose aussi. Ils ont vu les films de Man. Chez Na Hong-jin, effectivement, je pense notamment à The Murderer, qui est un film assez vachement surprenant, justement, avec des côtés, justement, avec des ambiances de doc, de doc portuaire, et puis une espèce de déconstruction narrative comme ça, qui, c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à ça, mais peut-être plutôt sur The Murderer, effectivement, qui peut-être est effectivement un film où il y aurait peut-être des traces de Man que ça serait pas tellement surprenant, ouais. Et à Hong Kong aussi, moi je pensais au film, même si il y a un rapport évident entre, vous vous rappelez ce film, donc il y avait Drive de Refn évidemment, mais il y a un équivalent hongkongais avec la musique de ce français de la French Touch, Xavier Jameau. Et donc c'est un film pour la Milky Way. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est une histoire vraiment, c'est un flic qui conduisait des voitures très vite et traumatisé et arrête et va reprendre ensuite. C'est un film, une série B juste magistrale, et pareil, qui est forcément manienne dans son rapport à la manière de filmer la ville. Et c'est vrai que s'il y a bien Hong Kong est une ville, une ville de miroir, et qui est une ville lumière, il la filme dans Hacker d'ailleurs, Hong Kong. Il y a toute une séance, quelque chose, la meilleure partie du film d'ailleurs, qui se passe à Hong Kong avec une scène de poursuite et justement où on traque un fantôme. Quoi. Mais qui est aussi une ville de surface et une ville de miroir aussi, Hong Kong. Donc, parce que quelque part, Johnny To n'est pas forcément venu aux États-Unis, mais en tout cas, Man, lui, est allé à Hong Kong. Oui, c'est ça. J'avais pas forcément vu ça comme ça, mais effectivement, on pourrait sûrement tracer des lignes de ce côté-là. Quoi. Même en termes formels, dans la manière d'envisager les rapports de force entre les truands et puis les policiers, un peu cette même vision de la ville, cette même patine de photo aussi, souvent, qui est un truc. Le côté professionnel aussi, qu'on trouve pas mal dans le polar hongkongais. Quoi.
Je pense à ça sur La Ville la nuit, mais c'est vrai que PTU, par exemple, c'est quand même, sans forcément faire de lien, je dirais, que l'un a vu l'autre ou pas, quoi, mais en tout cas de sensibilité. En tout cas, il y a quelque chose de ces deux cinémas, en tout cas, que ce soit celui de Tom ou que ce soit celui de Mann, qui dialoguent à mon avis. Alors pour conclure, Erwan, qu'est-ce que vous pensez de Michael Mann? Moi, j'aime bien son cinéma. Allez, merci docteur, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci docteur donc. Et pas de quoi. Merci Air Force One dans direct Merci Thomas, de Calac merci City. Valentin, merci le doc. Oui, merci Valentin la technique, merci à Thibaut qui a dû nous quitter. Toujours un plaisir de vous voir mon cher. Hein. Bah oui, pareil. Surtout pour parler de Michael Mann. Bah, portez-vous bien, puis voilà, c'était revoyez le cinéma de Michael Mann. On aura normalement une nouvelle. Surtout qu'il n'y a pas 50 films. Donc une nouvelle série l'année prochaine qu'il a tourné justement au Japon, Tokyo Vice, avec Ken Watanabe. Donc ça promet. Voilà, ça peut être pas mal. Donc merci à tous, merci Valentin à la technique et on se retrouve dans le flux des internets. Ciao. Ciao. Ciao.